Coucou, bienvenue sur le live. Hop, on va poursuivre la lecture du Château des Carpates de Jules Verne. Bonsoir, Chenet. C'est déjà vu l'autre fois. On en est au chapitre 11. Allez, je rappelle vite fait de quoi ça parle. C'est un château, donc dans les Carpates, c'est une région de la Roumanie. On pensait que le château était abandonné, mais un soir, on a vu de la fumée sortir du donjon. On est allé voir de plus près et on a vu des choses étranges, des lumières, des choses inexplicables. Donc on va peut-être en savoir plus ce soir. Salut, ça va la famille et tout? Oui, merci. Rally Karim. Salut Fatia. Allez, on y va, chapitre 11. Le lendemain, le jeune comte se réveilla dès l'aube, l'esprit encore troublé des visions de la nuit. C'était dans la matinée qu'il devait partir du village de Werst pour prendre la route de Kolozsvár. Après avoir visité les bourgades industrielles de Petrocénie et de Livatzel, l'intention de Franz était de s'arrêter une journée entière à Carlsberg, avant d'aller séjourner quelque temps dans la capitale de la Transylvanie. À partir de là, le chemin de fer le conduirait à travers les provinces de la Hongrie centrale, dernière étape de son voyage. Franz avait quitté l'auberge et tout en se promenant sur la terrasse, sa lorgnette aux yeux, il examinait avec une profonde émotion les contours du burg que le soleil levant profilait assez nettement sur le plateau d'Orgal. Et ses réflexions portaient sur ce point. Une fois arrivé à Carlsberg, tiendrait-il la promesse qu'il avait faite aux gens de Werth? Préviendrait-il la police de ce qui se passait au château des Carpates? Lorsque le jeune comte s'était engagé à ramener le calme au village, c'était avec l'intime conviction que le burg servait de refuge à une bande de malfaiteurs, ou tout au moins à des gens suspects, qui, ayant intérêt à n'y point être recherchés, s'étaient ingéniés à en interdire l'approche. Mais, pendant la nuit, Franz avait réfléchi. Un revirement s'était opéré dans ses idées, et il hésitait à présent. En effet, depuis 5 ans, le dernier descendant de la famille de Gorz, le baron Rodolphe, avait disparu. De ce qu'il était devenu, personne ne l'avait jamais pu savoir. Sans doute le bruit s'était répandu qu'il était mort, quelque temps après son départ de Naples. Mais qu'y avait-il de vrai? Quelle preuve avait-on de cette mort? Peut-être le baron de Gorz vivait-il? Et s'il vivait, pourquoi ne serait-il pas retourné au château de ses ancêtres? Pourquoi Orphanik, le seul familier qu'on lui connût, ne l'y aurait-il pas accompagné? Et pourquoi cet étrange physicien ne serait-il pas l'auteur et le metteur en scène de ces phénomènes qui ne cessaient d'entretenir l'épouvante dans le pays? C'est précisément ce qui faisait l'objet des réflexions de Franz. On en conviendra, cette hypothèse paraissait assez plausible. Et si le baron Rodolphe de Gorz et Orphanik avaient cherché refuge dans le burg, on comprenait qu'ils eussent voulu le rendre inabordable, afin d'y mener la vie d'isolement qui convenait à leurs habitudes et à leur caractère. Or, s'il en était ainsi, quelle conduite le jeune comte devait-il adopter? Était-il à propos qu'il cherchât à intervenir dans les affaires privées du comte de Gorz? C'est ce qu'il se demandait, pesant le pour et le contre de la question, lorsque Rotzko vint le rejoindre sur la terrasse. Il jugea à propos de lui faire connaître ses idées à ce sujet. Mon maître, répondit Rotzko, il est possible que ce soit le baron de Gorz qui se livre à toutes ces imaginations diaboliques. Eh bien, si cela est mon avis, et qu'il ne faut point nous en mêler. Les poltrons de Werst se tireront de là comme ils l'entendront. C'est leur affaire, et nous n'avons point à nous inquiéter de rendre le calme à ce village. Soit, répondit Franz, et tout bien considéré, je pense que tu as raison, mon brave Rotzko. Je le pense aussi, répondit simplement le soldat. Salut, ça va bien, Chaka Camara. Quant à maître Colt et aux autres, ils savent comment s'y prendre à cette heure pour en finir avec les prétendus esprits du burg. En effet, mon maître, ils n'ont qu'à prévenir la police de Carlsberg. Nous nous mettrons en route après déjeuner, Rotzko. Tout sera prêt. Mais avant de redescendre dans la vallée de la Sille, nous ferons un détour vers le Plesa. Et pourquoi, mon maître?
Je désirerais voir de plus près ce singulier château des Carpates. À quoi bon? Une fantaisie, Rotzko. Une fantaisie qui ne nous retardera pas même d'une demi-journée. Rotzko fut très contrarié de cette détermination qui lui paraissait au moins inutile. Tout ce qui pouvait rappeler trop vivement au jeune comte le souvenir du passé, il aurait voulu l'écarter. Cette fois, ce fut en vain, et il se heurta à une inflexible résolution de son maître. C'est que Franz, comme s'il y subit quelque influence irrésistible, se sentait attiré vers le Burg, sans qu'il s'en rendît compte. Peut-être cette attraction se rattachait-elle à ce rêve dans lequel il avait entendu la voix de la Stilla murmurer la plaintive mélodie de Stefano. Mais avait-il rêvé? Oui, voilà ce qu'il en était à se demander, se rappelant que dans cette même salle du roi Mathias, une voix s'était déjà fait entendre, assurait-on. Cette voix dont Nic Deck avait si imprudemment bravé les menaces. Ainsi, avec la disposition mentale où se trouvait le jeune comte, ne s'étonnera-t-on pas qu'il eût formé le projet de se diriger vers le château des Carpates, de remonter jusqu'au pied de ces vieilles murailles, sans avoir d'ailleurs la pensée d'y pénétrer. Il va de soi que Franz de Télek était bien décidé à ne rien faire connaître de ses intentions aux habitants de Werst. Ces gens auraient été capables de se joindre à Rotzko pour le dissuader de s'approcher du Burg, et il avait recommandé à son soldat de se taire sur ce projet. En le voyant descendre du village vers la vallée de la Sille, personne ne mettrait en doute que ce ne fût pour prendre la route du Karlsberg. Mais du haut de la terrasse, il avait remarqué qu'un autre chemin longeait la base du Retiesa jusqu'au col de Vulcan. Il serait donc possible de remonter les croupes du Pléza sans repasser par le village et par conséquent sans être vu de maître Koltz ni des autres. Salut Jessica. Merci pour le 11. Merci pour le cadeau. Milan 31. Milan, Milan. Salut Selmia. Vers midi, après avoir réglé sans discussion la note un peu enflée que lui présenta Jonas en l'accompagnant de son meilleur sourire, Franz se disposa au départ. Maître Koltz, la jolie Miriota, le magister Hermod, le docteur Patak, le berger Frick et nombre d'autres habitants étaient venus lui adresser leurs adieux. Le jeune forestier avait même pu quitter sa chambre, et l'on voyait bien qu'il ne tarderait pas à être remis sur pied, ce dont l'ex-infirmier s'attribuait tout l'honneur. Je vous fais mes compliments, Nic Deck, lui dit Franz, à vous ainsi qu'à votre fiancé. Nous les acceptons avec reconnaissance, répondit la jeune fille rayonnante de bonheur. Que votre voyage soit heureux, monsieur le comte, ajouta le forestier. Oui, puisse-t-il l'être, répondit Franz, dont le front s'était assombri. Salut, Z-Teacher. Merci, Belco Élise. Merci à toi. Bonsoir. Monsieur le comte, dit alors maître Koltz, nous vous prions de ne point oublier les démarches que vous avez promis de faire à Karlsberg. Merci pour la bouteille. Bouteille de souhait. Merci, Selmia. Je ne l'oublierai pas, maître Koltz, répondit Franz. Mais au cas où je serais retardé dans mon voyage, vous connaissez le très simple moyen de vous débarrasser de ce voisinage inquiétant, et le château n'inspirera bientôt plus aucune crainte à la brave population de Werst. Cela est facile à dire, murmura le magister. Et à faire, répondit Franz. Avant 48 heures, si vous le voulez, les gendarmes auront eu raison des êtres quelconques qui se cachent dans le Burg. Le Burg, c'est le château. Avec plaisir, merci beaucoup. Sauf le cas très probable où ce seraient des esprits, fit observer le berger Frick. Même dans ce cas, répondit Franz, avec un imperceptible haussement d'épaules. Monsieur le comte, dit le docteur Patak, si vous nous aviez accompagnés, Nic Deck et moi, peut-être ne parleriez-vous pas ainsi. Cela m'étonnerait, docteur, répondit Franz. Et quand même j'aurais été comme vous, si singulièrement retenu par les pieds dans le fossé du Burg. Par les pieds, oui, monsieur le comte, ou plutôt par les bottes. Et à moins que vous ne prétendiez que, dans l'état d'esprit où je me trouvais, j'ai rêvé. Je ne prétends rien, monsieur, répondit Franz, et ne chercherai point à vous expliquer ce qui vous paraît inexplicable.
Mais soyez certain que si les gendarmes viennent rendre visite au château des Carpates, leurs bottes, qui ont l'habitude de la discipline, ne prendront pas racine comme les vôtres. Oui, parce que le docteur avait été retenu par les bottes par une force mystérieuse quand il est allé au château. Ceci dit, à l'intention du docteur, le jeune comte reçut une dernière fois les hommages de l'hôtelier du roi Mathias, si honoré d'avoir eu l'honneur que l'honorable France de Télek, etc., ayant salué maître Koltz, Nick sa fiancée et les habitants réunis sur la place, il fit un signe à Rotzko, puis tous deux descendirent d'un bon pas la route du col. En moins d'une heure, Franz et son soldat eurent atteint la rive droite de la rivière, qu'ils remontèrent en suivant la base méridionale du Retiesa. Rotzko s'était résigné à ne plus faire aucune observation à son maître. C'eût été peine perdue. Habitué à lui obéir militairement, si le jeune comte se jetait dans quelque périlleuse aventure, il saurait bien l'en tirer. Bonjour, Kebaman. Bonsoir, Marcello Ranucci. Après 2 heures de marche, Franz et Rotzko s'arrêtèrent pour se reposer un instant. En cet endroit, la Sylvalak, qui s'était légèrement infléchie vers la droite, se rapprochait de la route par un coude très marqué. De l'autre côté, sur le renflement du Plésa, s'arrondissait le plateau d'Orgal. À la distance d'un demi-mille, soit près d'une lieue, il convenait donc d'abandonner la Sille, puisque Franz voulait traverser le col afin de prendre la direction du château. Évidemment, évitant de repasser par Werst, ce détour avait rallongé du double la distance qui sépare le château du village. Néanmoins, il ferait encore grand jour lorsque Franz et Rotzko arriveraient à la crête du plateau d'Orgal. Le jeune comte aurait donc le temps d'observer le burg à l'extérieur. Quand il aurait attendu jusqu'au soir pour redescendre la route de Werst, il lui serait aisé de la suivre avec la certitude de n'y être vu de personne. L'intention de Franz était d'aller passer la nuit à Livatzel, petit bourg situé au confluent des deux Silles, et de reprendre le lendemain le chemin de Karlsberg. La halte dura une demi-heure. Franz, très absorbé dans ses souvenirs, très agité aussi à la pensée que le baron de Gortz avait peut-être caché son existence au fond de ce château, ne prononça pas une parole. Et il fallut que Rotzko s'imposât une bien grande réserve pour ne pas lui dire « Il est inutile d'aller plus loin, mon maître. Tournons le dos à ce maudit burg et partons. » Tous deux commencèrent à suivre le talweg de la vallée. Ils durent d'abord s'engager à travers un fouillis d'arbres que ne sillonnait aucun sentier. Il y avait des parties du sol assez profondément ravinées, car à l'époque des pluies, la Sille déborde quelquefois, et son trop-plein s'écoule en torrents tumultueux sur ces terrains qu'elle change en marécages. Ma 4G ne capte pas bien, dommage, au plaisir de vous écouter faire une lecture, c'est super. Dommage, Selmia. Mais merci d'être là. Et encore merci pour la rose. C'est un plaisir pour moi de lire avec vous. Cela amena quelques difficultés de marche et conséquemment un peu de retard. 1 heure fut employée à rejoindre la route du col de Vulcan qui fut franchie vers 5 heures. Le flanc droit du Plésa n'est point hérissé de ces forêts que Nick n'avait pu traverser qu'en s'y frayant un passage à la hache, mais il y eut nécessité de compter alors avec des difficultés d'une autre espèce. C'étaient des éboulis de moraines, entre lesquelles on ne pouvait se hasarder sans précaution. Des dénivelations brusques, des failles profondes, des blocs mal assurés sur leur base et se dressant comme les séracs d'une région alpestre. Tout le pêle-mêle d'un amoncellement d'énormes pierres que les avalanches avaient précipitées de la cime du mont, enfin un véritable chaos dans toute son horreur. Pas facile de se rendre au château. Salut l'Algérie. Salut chef, Jean. Remonter les talus dans ces conditions demanda encore une bonne heure d'effort très pénible. Il semblait vraiment que le château des Carpates aurait pu se défendre rien que par la seule impraticabilité de ses approches. Et peut-être Rotzko espérait-il qu'il se présenterait de tels obstacles qu'il serait impossible de les franchir. Il n'en fut rien.
Au-delà de la zone des blocs et des excavations, la crête antérieure du plateau d'Orgal fut finalement atteinte. De ce point, le château se dessinait d'un profil plus net au milieu de ce morne désert, d'où, depuis tant d'années, l'épouvante éloignait les habitants du pays. Ce qu'il convient de faire remarquer, c'est que Franz et Rotzko allaient aborder le Burg par sa courtine latérale, celle qui était orientée vers le nord. Si Nic Deck et le docteur Patak étaient arrivés devant la courtine de l'est, c'est qu'en côtoyant la gauche du Plésa, ils avaient laissé à droite le torrent du Niad et la route du col. Les deux directions, en effet, dessinent un angle très ouvert dont le sommet est formé par le donjon central. Du côté nord, d'ailleurs, il aurait été impossible de franchir l'enceinte, car non seulement il ne s'y trouvait ni poterne ni pont-levis, mais la courtine, en se modelant sur les irrégularités du plateau, s'élevait à une assez grande hauteur. La connexion est un peu lente. Dommage. Dommage, dommage. Salut Osiris. Salut mon élève préféré. Estikbetok Kabif. Peu importait, en somme, que tout accès fût interdit de ce côté, puisque le jeune comte ne songeait point à dépasser les murailles du château. Il était 7h30 lorsque Franz de Télek et Rotzko s'arrêtèrent à la limite extrême du plateau d'Orgal. Devant eux se développait ce farouche entassement noyé d'ombre et confondant sa teinte avec l'antique coloration des roches du Plésa. À gauche, l'enceinte faisait un coude brusque, flanqué par le bastion d'angle. C'était là, sur le terre-plein, au-dessus de son parapet crénelé, que grimaçait le hêtre, dont les branches contorsionnées témoignaient des violentes rafales du sud-ouest à cette hauteur. Bisous bisous. En vérité, le berger Frick ne s'était point trompé. Si l'on s'en rapporte, la légende ne donnait plus que 3 années d'existence au vieux burg des barons de Gortz. Financieux, regardait l'ensemble de ces constructions dominées par le donjon trapu du centre. Là, sans doute, sous cet amas confus, se cachaient encore des salles voûtées, vastes et sonores, longs corridors dédaléens, des réduits enfouis dans les entrailles du sol, tels qu'en possèdent encore les forteresses des anciens Magyars. Nulle autre habitation n'aurait pu mieux convenir que cet antique manoir aux derniers descendants de la famille de Gortz pour s'y ensevelir dans un oubli dont personne ne pourrait connaître le secret. Et plus le jeune comte y songeait, plus il s'attachait à cette idée que Rodolphe de Gortz avait dû se réfugier entre les remparts isolés de son château des Carpates. Rien d'ailleurs ne décelait la présence d'hôtes quelconques à l'intérieur du donjon. Pas une fumée ne se détachait de ses cheminées. Pas un bruit ne sortait de ses fenêtres, hermétiquement closes. Rien, pas même un cri d'oiseau, ne troublait le mystère de la ténébreuse demeure. Ça me rappelle le bouquin de Charlotte de Brontë, Le Haut de Hurlevent. Je l'ai pas lu ce livre. Pendant quelques moments, Franz embrassa avidement du regard cette enceinte qui s'emplissait autrefois du tumulte des fêtes et du fracas des armes. Mais il se taisait, tant son esprit était hanté de pensées accablantes, son cœur gros de souvenirs. Rotzko, qui voulait laisser le jeune comte à lui-même, avait eu soin de se mettre à l'écart. Il ne se fut pas permis de l'interrompre par une seule observation. Mais lorsque le soleil déclinant derrière le massif du Plésa, la vallée des Deux-Cils commença à s'emplir d'ombre. Il n'hésita plus. Mon maître, dit-il, le soir est venu. Nous allons bientôt sur 8 heures. Franz ne parut pas l'entendre. Il est temps de partir, reprit Rotzko, si nous voulons être à Livatzel avant que les auberges soient fermées. Rotzko, dans un instant, oui, dans un instant, je suis à toi, répondit Franz. Il nous faudra bien 1 heure, mon maître, pour regagner la route du col, et comme la nuit sera close alors, nous ne risquerons point d'être vus en la traversant. Encore quelques minutes, répondit Franz, et nous redescendrons vers le village. Le jeune comte n'avait pas bougé de la place où il s'était arrêté en arrivant sur le plateau d'Orgal. N'oubliez pas, mon maître, reprit Rotzko, que la nuit il sera difficile de passer au milieu de ces roches. À peine y sommes-nous parvenus lorsqu'il faisait grand jour. Vous m'excuserez si j'insiste. Oui, partons, Rotzko. Je te suis.
et il semblait que Franz fût invinciblement retenu devant le burg, peut-être par un de ces pressentiments secrets dont le cœur est inhabile à se rendre compte. Était-il donc enchaîné au sol, comme le docteur Patag disait l'avoir été dans le fossé, au pied de la courtine? Non, ses jambes étaient libres de toute entrave, de toute embûche. Il pouvait aller et venir à la surface du plateau, et s'il l'avait voulu, rien ne l'eût empêché de faire le tour de l'enceinte en longeant le rebord de la contrescarpe. Et peut-être le voulait-il. C'est même ce que pensa Rotzko, qui se décida à dire une dernière fois. Venez-vous, mon maître? Oui, oui, répondit Franz, et il restait immobile. Le plateau d'Orgal était déjà obscur. L'ombre élargie du massif, en remontant vers le sud, dérobait l'ensemble des constructions dont les contours ne présentaient plus qu'une silhouette incertaine. Bientôt, rien n'en serait visible, si aucune lueur ne jaillissait des étroites fenêtres du donjon. Mon maître, venez donc, répéta Rotzko. Et Franz allait enfin le suivre, lorsque sur le terre-plein du bastion où se dressait le hêtre légendaire, apparut une forme vague. Franz s'arrêta, regarda cette forme dont le profil s'accentuait peu à peu. C'était une femme, la chevelure dénouée, les mains tendues, enveloppées d'un long vêtement blanc. Tiens, il y a une femme au château. Mais ce costume n'était-ce pas celui que portait la Stilla dans cette scène finale d'Orlando, où Franz de Télek l'avait vue pour la dernière fois? Oui, et c'était la Stilla, immobile, les bras dirigés vers le jeune comte, son regard si pénétrant attaché sur lui. Elle, elle, s'écria-t-il. Tiens, la Stilla, on l'a vu dans le chapitre précédent, elle est morte. Et là, il la voit devant le château. Est-il en train de rêver? Bonsoir, Vincenalonge. Et, se précipitant, il eût roulé jusqu'aux assises de la muraille si Rotzko ne l'eût retenu. L'apparition s'effaça brusquement. C'est à peine si la Stilla s'était montrée pendant 1 minute. Peu importait, une seconde eût suffi à Franz pour la reconnaître, et ces mots lui échappèrent. Elle, elle, vivante! Fin du chapitre. Alors ça c'est bizarre, hein. Le chapitre se termine sur l'apparition d'une morte. Est-elle encore vivante? On ne sait pas trop. Peut-être que c'est un rêve, ouais. On ne sait pas, on va peut-être le savoir dans le chapitre 12. Chapitre 12 que je commence maintenant. Était-ce possible? La Stilla, que Franz de Télek ne croyait jamais revoir, venait de lui apparaître sur le terre-plein du bastion. Il n'avait pas été le jouet d'une illusion, et Rotzko l'avait vu comme lui. C'était bien la grande artiste, vêtue de son costume d'Angelica, telle qu'elle s'était montrée au public à sa représentation d'adieu au théâtre San Carlo. L'effroyable vérité éclata aux yeux du jeune comte. Ainsi, cette femme adorée, celle qui allait devenir comtesse de Télek, était enfermée depuis 5 ans au milieu des montagnes transylvaines. Ainsi, celle que Franz avait vue tomber morte en scène avait survécu. Ainsi, tandis qu'on le rapportait mourant à son hôtel, le baron Rodolphe avait pu pénétrer chez la Stilla, l'enlever, l'entraîner dans ce château des Carpates, et ce n'était qu'un cercueil vide que toute la population avait suivi le lendemain au Campo Santo Nuovo de Naples. Bah ça alors, on pensait que tous les deux étaient morts, et finalement ils sont tous les deux dans le château qu'on pensait abandonné. Une revenante de l'au-delà. Tout cela paraissait incroyable, inadmissible, répulsif au bon sens. Cela tenait du prodige, cela était invraisemblable, et Franz aurait dû se le répéter jusqu'à l'obstination. Oui, mais un fait dominait. La Stilla avait été enlevée par le baron de Gorz, puisqu'elle était dans le burg. Elle était vivante, puisqu'il venait de la voir au-dessus de cette muraille. Il y avait là une certitude absolue. Le jeune comte cherchait pourtant à se remettre du désordre de ses idées, qui, d'ailleurs, allaient se concentrer en une seule. Arracher à Rodolphe de Gorz la Stilla, depuis 5 ans prisonnière au château des Carpates. Rotzko, dit Franz d'une voix haletante, écoute-moi, comprends-moi surtout, car il me semble que la raison va m'échapper.
Mon maître, mon cher maître. À tout prix, il faut que j'arrive jusqu'à elle. Elle, ce soir même. Non, demain. Ce soir, te dis-je. Elle est là, elle m'a vu comme je la voyais, elle m'attend. Eh bien, je vous suivrai. Non, j'irai seul. Seul? Oui. Mais comment pourrez-vous pénétrer dans le burg puisque Nick Deck ne l'a pas pu? J'y entrerai, te dis-je. La poterne est fermée. Elle ne le sera pas pour moi. Je chercherai, je trouverai une brèche, j'y passerai. Vous ne voulez pas que je vous accompagne, mon maître? Vous ne le voulez pas? Non, nous allons nous séparer, et c'est en nous séparant que tu pourras me servir. Je vous attendrai donc ici? Non, Rothko. Où irai-je alors? À Werst. Ou plutôt, non, pas à Werst, répondit Franz. Il est inutile que ces gens sachent. Descends au village de Vulcan où tu resteras cette nuit. Si tu ne me revois pas demain, quitte Vulcan dès le matin. C'est-à-dire, non, attends encore quelques heures. Puis pars pour Carlsberg. Là, tu préviendras le chef de la police, tu lui raconteras tout. Enfin, reviens avec des agents de police. S'il le faut, que l'on donne l'assaut au Berg. Délivrez-la, à ciel de Dieu, elle vivante, au pouvoir de Rodolphe de Gordes. Et tandis que ces phrases entrecoupées étaient jetées par le jeune comte, Rotzko voyait la surexcitation de son maître s'accroître et se manifester par les sentiments désordonnés d'un homme qui ne se possède plus. Va, Rotzko, s'écria-t-il une dernière fois. Vous le voulez? Je le veux. Devant cette formelle injonction, Roscoe n'avait plus qu'à obéir. D'ailleurs, Franz s'était éloigné, et déjà l'ombre le dérobait au regard du soldat. Roscoe resta quelques instants à la même place, ne pouvant se décider à partir. Alors l'idée lui vint que les efforts de Franz seraient inutiles, qu'il ne parviendra même pas à franchir l'enceinte, qu'il serait forcé de revenir au village de Vulcan. Peut-être le lendemain, peut-être cette nuit. Tous deux iraient alors à Carlsberg, et ce que ni Franz ni le forestier n'avaient pu faire, on le ferait avec les agents de l'autorité. On aurait raison de ce Rodolphe de Gortz. On lui arracherait l'infortuné Stilla. On fouillerait ce burg des Carpates. On n'en laisserait pas une pierre. Au besoin, quand tous les diables de l'enfer seraient réunis pour le défendre. Bon, il veut à tout prix rentrer dans le château. Libérer la femme. Et Rotzko redescendit les pentes du plateau d'Orgal afin de rejoindre la route du col de Vulcan. Cependant, en suivant le rebord de la contrescarpe, Franz avait déjà contourné le bastion d'angle qui la flanquait à gauche. Mille pensées se croisaient dans son esprit. Il n'y avait pas de doute maintenant sur la présence du baron de Gortz dans le burg, puisque la Stilla y était séquestrée. Que ce ne pouvait être que lui qui était là. La Stilla vivante. Mais comment Franz parviendrait-il jusqu'à elle? Comment arriverait-il à l'entraîner hors du château? Il ne savait pas, mais il fallait que ce fût, et cela serait. Les obstacles que n'avait pu vaincre Nic Deck, il les vaincrait. Ce n'était pas la curiosité qui le poussait au milieu de ces ruines, c'était la passion, c'était son amour pour cette femme, qu'il retrouvait vivante, oui, vivante, après avoir cru qu'elle était morte, et il l'arracherait à Rodolphe de Gortz. À la vérité, Franz s'était dit qu'il ne pourrait avoir accès que par la courtine du sud où s'ouvrait la poterne à laquelle aboutissait le pont-levis. Aussi, comprenant qu'il n'y avait pas à tenter d'escalader ces hautes murailles, continua-t-il de longer la crête du plateau d'Orgal dès qu'il eut tourné l'angle du bastion. De jour, cela n'eut point offert de difficulté. En pleine nuit, la lune n'étant pas encore levée, une nuit épaissie par ces brumes qui se condensent entre les montagnes, c'était plus que hasardeux. Au danger des faux pas, au danger d'une chute jusqu'au fond du fossé, se joignait celui de heurter les roches et d'en provoquer peut-être l'éboulement. Franz allait toujours, cependant, serrant d'aussi près que possible les zigzags de la contrescarpe, tâtant de la main et du pied afin de s'assurer qu'il ne s'en éloignait pas. Soutenu par une force surhumaine, il se sentait en outre guidé par un extraordinaire instinct qui ne pouvait le tromper. Au-delà du bastion se développait la courtine du sud, celle avec laquelle le pont-levis établissait une communication, lorsqu'il n'était pas relevé contre la poterne.
À partir de ce bastion, les obstacles semblèrent se multiplier. Entre les énormes rocs qui hérissaient le plateau, suivre la contrescarpe n'était plus praticable, et il fallait s'en éloigner. Que l'on se figure un homme cherchant à se reconnaître au milieu d'un champ de Karnak, dont les dolmens et les menhirs seraient disposés sans ordre, et pas un repère pour se diriger, pas une lueur dans la sombre nuit, qui voilait jusqu'au faîte du donjon central. Franz allait pourtant, se hissant ici sur un bloc énorme qui lui fermait tout passage, là rampant entre les roches, ses mains déchirées au chardon et aux broussailles, sa tête effleurée par des couples d'orfraies qui s'enfuyaient en jetant leurs horribles cris de crécelle. Ah, pourquoi la cloche de la vieille chapelle ne sonnait-elle pas alors comme elle avait sonné pour Nic Deck et le docteur? Pourquoi cette lumière intense qui les avait enveloppés ne s'allumait-elle pas au-dessus des créneaux du donjon? Il eût marché vers ce son, il eût marché vers cette lueur, comme le marin sur les sifflements d'une sirène d'alarme ou les éclats d'un phare. Mais parce que les deux derniers qui sont allés au château, ils ont vu des étranges lumières et les cloches sonnaient. Mais là, ce soir, rien de tout ça. Non, rien que la profonde nuit, limitant la portée de son regard à quelques pas. Cela dura près d'une heure. À la déclivité du sol qui se prononçait sur sa gauche, Franz sentait qu'il s'était égaré. Ou bien avait-il descendu plus bas que la poterne? Peut-être s'était-il avancé au-delà du pont-levis. Il s'arrêta, frappant du pied, se tordant les mains. De quel côté devait-il se diriger? Quelle rage le prit à la pensée qu'il serait obligé d'attendre le jour. Mais alors il serait vu des gens du Berg. Il ne pourrait les surprendre. Rodolphe de Gordes se tiendrait sur ses gardes. C'était la nuit. C'était dès cette nuit même qu'il importait de pénétrer dans l'enceinte, et Franz ne parvenait pas à s'orienter au milieu de ces ténèbres. Un cri lui échappa, un cri de désespoir. Stilla, s'écria-t-il, ma Stilla. En était-il à penser que la prisonnière pût l'entendre, qu'elle pût lui répondre? Et pourtant, à 20 reprises, il jeta ce nom que lui renvoyèrent les échos du Plaisa. Soudain, les yeux de Franz furent impressionnés. Une lueur se glissait à travers l'ombre. Une lueur assez vive dont le foyer devait être placé à une certaine hauteur. Là est le Burg, là, se dit-il. Et vraiment, par la position qu'elle occupait, cette lueur ne pouvait venir que du donjon central. Étant donné sa surexcitation mentale, Franz n'hésita pas à croire que c'était la Stilla qui lui envoyait ce secours. Plus de doute, elle l'avait reconnue au moment où il l'apercevait lui-même sur le terre-plein du bastion. Et maintenant, c'était elle qui lui adressait ce signal. C'était elle qui lui indiquait la route à suivre pour arriver jusqu'à la poterne. Marcelo nous quitte. Merci d'être passé. Bonne soirée. À la prochaine. Franz se dirigea vers cette lumière dont l'éclat s'accroissait à mesure qu'il s'en rapprochait. Comme il s'était porté trop à gauche sur le plateau d'Orgal, il fut obligé de remonter d'une vingtaine de pas à droite, et après quelques tâtonnements, il retrouva le rebord de la contrescarpe. La lumière brillait en face de lui, et sa hauteur prouvait bien qu'elle venait de l'une des fenêtres du donjon. Franz allait ainsi se trouver en face des derniers obstacles, insurmontables peut-être. En effet, puisque la poterne était fermée, le pont-levis relevé, il faudrait qu'il se laissât glisser jusqu'au pied de la courtine, puis que ferait-il devant une muraille qui se dresserait à 50 pieds au-dessus de lui? Franz s'avança vers l'endroit où s'appuyait le pont-levis lorsque la poterne était ouverte. Le pont-levis était baissé. Tiens, sans même prendre le temps de réfléchir, Franz franchit le tablier branlant du pont et mit la main sur la porte. Cette porte s'ouvrit. Tiens, finalement c'est facile de rentrer dans le château. Franz se précipita sous la voûte obscure, mais à peine avait-il marché quelques pas que le pont-levis se relevait avec fracas contre la poterne. Le comte Franz de Télek était prisonnier dans le château des Carpates. Fin du chapitre. Eh ben ça alors, quel chapitre?
Résumé du chapitre. Est-ce que je vais en lire un autre? Je sais pas. Hmm, Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là ça va faire 1 heure bientôt. Résumé du chapitre. Donc ils sont deux à être allés au château. L'homme qui a reconnu son ancienne bien-aimée qu'il pensait morte, il l'a reconnue dans le château. Et il a réussi à rentrer dans le château facilement on lui a ouvert la porte. Mais la porte s'est refermée juste derrière lui. Et on en est là. Il y a du suspense. Je pense que je ferai un autre live demain soir. Donc voilà, c'est fini pour ce soir. On en sera au chapitre 13. Bien, bien, merci à vous d'avoir été là. Hop. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ce petit temps qu'on a passé ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain soir si vous êtes là. À bientôt. Ciao. Bisous.